de Florence Paracuelos. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des actionnaires du pétrole et des militants du climat. C'est l'Assemblée Générale de Total à Paris qu'un groupe d'ONG est bien décidé à bloquer. Des échauffourées ont eu lieu dès l'aube. Nous sommes sur place dans un instant. Contre les ZFE à plus de 80%, le résultat d'une consultation lancée par le Sénat confirme la crainte des élus. Les Français sont prêts à laisser les voitures les plus polluantes au garage. On va l'entendre dans ce... des armes nucléaires, un restaurateur qui rend ses étoiles au Mexique parce que son restaurant de Val d'Isère a été racheté par un promoteur immobilier. Queen Bee ce soir, Beyoncé en concert au Stade de France, femme puissante. Ah ouais, chaud. La sécheresse, ça pardonne pas. Hein. Enfin bon, j'espère quand même qu'il va s'en sortir. Enfin, ou alors on s'en branle en fait. Enfin bon. Bref, dernier petit point sur la cagnotte, promis, après je vous embête plus avec ça. C'est juste pour vous remercier pour tout ce qu'on a déjà réussi à lever. Il reste à peu près 4000 € au moment où je tourne la vidéo, donc probablement aux alentours de 3000, hein, ça aura baissé encore d'ici là. Il reste moins d'une semaine, il reste jusqu'à vendredi pour pouvoir réussir à monter cette magnifique cagnotte. C'est comme ça, je sais pas trop pourquoi, mais bon, si on n'arrive pas à 20 000 €, si on a 19 990, bah, ça retombe à zéro, donc ça serait dommage. Donc n'hésitez pas à partager et puis même voilà, filer 10 balles, ça suffit. Mais, salut Bernadette, même Bernadette, vous voyez, les pièces jaunes, tout ça, elle est là pour soutenir le truc, donc franchement, allez-y. Donc juste petit point, mais bref, à quoi ça va servir tout ça? Donc pour rappel, pour ceux qui seraient pas au courant, dès cet été, je lance une série de nouvelles vidéos qui vont... il fatigue. Une série de vidéos sur les itinéraires bis, sur quoi voir quand vous vous baladez un petit peu à quelques minutes en sortant de l'itinéraire principal. Ça fait depuis le début de cette chaîne que j'ai répertorié des dizaines, des centaines de lieux à vous faire visiter. Premier labo de Marie Curie, l'endroit où Blaise Pascal a fait ses premiers tests de la pression atmosphérique, là où Jean-André Leduc a mesuré pour la première fois la hauteur du Mont Blanc. C'est tous des lieux que je veux vous montrer. Qu'est-ce qui a inspiré Gustave Courbet? Non, pas celui-là de tableau, l'autre. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans l'épisode sur Gustave Eiffel où voilà, quand vous êtes en Auvergne et que vous sortez 10 minutes de la route principale et vous tombez sur le magnifique viaduc de Garabi. Voilà, franchement, ça vaut le coup de pouvoir passer 5-10 minutes de plus juste pour pouvoir faire un petit détour et pour pouvoir voir ça plutôt que de se dépêcher sur la route des vacances. Donc c'est plein de petits lieux comme ça, chargés d'histoire, de petits trucs à côté desquels on passe, qui ont pourtant une importance capitale de c'est là que le mec il a découvert le truc. Donc voilà, et donc je veux partir à plusieurs avec vous, des locaux, pour pouvoir aller rouler ensemble, pour pouvoir découvrir les trésors de vos régions, et puis si vous roulez pas, vous retrouvez à l'étape. Donc c'est vraiment un projet que je veux faire avec vous, collaboratif, et bien entendu je ne sais absolument pas si ces vidéos vont fonctionner, donc ça coûte très cher à produire, et donc je ne sais absolument pas si YouTube sera suffisant pour pouvoir rémunérer tout ça. Mais voilà, ça c'est le pourquoi, maintenant le comment. Pour pouvoir réaliser, alors bon, actuellement j'ai un Panasonic GH3 qui est une ruine totale et qui ne me permet pas de filmer en 4K, et je veux absolument pouvoir filmer en 4K ces lieux absolument incroyables, surtout si on est en extérieur l'été, on devrait avoir des plans qui sont quand même plutôt jolis. Du matos également pour filmer sur la route, parce que c'est aussi un petit peu le but de vous montrer des routes un petit peu sympas. Et bien entendu, l'ordinateur pour pouvoir gérer tout ça. Donc là, actuellement, je suis en train de refaire la config, ça commence à coûter un petit peu cher. Il y a une bonne partie qui m'est offerte par des sponsors et des partenaires, mais voilà, il y a quand même une petite partie, parce que mon ordinateur actuel a plus de 13 ans. Donc ça commence à être compliqué, et bien entendu tout ce matos va servir pour la réalisation des prochaines vidéos studio, avec encore plus d'effets spéciaux. J'aimerais vraiment pouvoir optimiser, augmenter, rajouter encore du visuel sur le truc, augmenter l'immersion dans les vidéos globales. Donc bien entendu ce qui va servir pour ces road trips là, ça va le faire pour la suite. Petit changement d'ailleurs sur les destinations, il y avait Épinal-Luxembourg qui est prévu, qui je pense à 98% ne se fera malheureusement pas sur cette session-là. J'oublie absolument pas le truc, mais ça sera pour une prochaine. Là, pour l'instant, on va plus partir sur du Bruxelles, sur du Lille-Bruxelles, avec beaucoup de rencontres avec les collègues. Donc on va faire vraiment quelque chose
de très quali. Et tout ça également suivi par un droniste pour pouvoir avoir des images aériennes absolument incroyables. Il y a déjà au moins une vingtaine de trucs qui sont vraiment faits pour ça, pour pouvoir le voir. Et bien entendu, comme YouTube nous massacre la qualité, le principe c'est aussi de pouvoir vous le faire découvrir au cinéma directement avec vous, encore une fois. Donc tous les liens, tous les détails sont dans la description de la page KissKissBankBank, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il reste encore une semaine, c'est jusqu'à vendredi soir seulement. Et bien entendu, on n'oublie pas les contreparties, donc il y a du goodies, il y a tout un tas de petits trucs qui vont, qui vont vous être offerts avec votre contribution. Des petits objets absolument exclusifs que vous ne trouverez que ici et que pour cette campagne-là. Donc une fois que ça c'est fini, vous ne les trouverez plus ailleurs. Des trucs qui vont vous servir pour le voyage. Il y a également donc des invitations sur le tournage avec nous directement, une journée entière à Vierzon. Quand même incroyable, avec 2 voire 3 autres youtubeurs également, donc la journée entière avec nous, repas compris et binous bien entendu. Également des petites plaques gravées, numérotées à votre nom pour vous remercier, avec comme on va en voyage avec des petites coordonnées GPS, donc c'est vous qui choisissez les coordonnées GPS, ça peut être là où vous êtes né, ça peut être là où vous vivez, ça peut être les coordonnées de la mairie de Vierzon, ou sinon même si vous demandez, je peux graver également les coordonnées GPS de là où Yann habite, donc c'est vous qui demandez. Et ça sera donc des petites plaques... Les coordonnées GPS de ma vie. Voilà, forcément il réagit à ça. Mais donc, ouais, non, c'est vraiment quelque chose de totalement personnalisé pour vous remercier encore une fois, pour vous montrer à quel point vous faites partie intégrante de ce projet. On est à quelques euros du but, encore une fois, merci à vous de faire vivre ce projet absolument incroyable. Premier tournage là, dès le mois de juin, première sortie vidéo dès juillet, et normalement les 5 vidéos devraient sortir tout au long de l'été, avec une avant-première donc probablement fin août ou début septembre, mais je pense que ce sera plutôt fin août, sur Paris, au cinéma, avec vous. Allez-y, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à me proposer les lieux autour de chez vous qui peuvent être intéressants. Si vous connaissez des motards qui sont intéressés par le projet, n'hésitez pas à me les suggérer non plus en commentaire. Et puis voilà, dernière fois que je vous embête avec ça, encore une fois des bisous, merci beaucoup, et puis bon kiff sur l'épisode. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel était le métier de Luke Skywalker? Enfin, avant de devenir un tueur de masse. Ah pardon, on va pas se refaire sa bio, mais le triste palmarès du gars quand même. Il y avait juste des dizaines de milliers de pauvres types au moment où il a tout fait péter. Souvent des pauvres gamins enrôlés de force, et il a sa médaille, il est content. Non, avant ça, on dit qu'il était fermier. Ok, mais fermier de quoi? Non, parce que je vois pas de maïs là. Il y a bien ces trucs chelous là, mais il y a pas un truc organique qui pousse à la ronde. Graham S, lui, oui, il a bien des champs de maïs. Joseph Cooper aussi, mais là, Lucio, c'est pas bien clair son histoire. Et le gars, le marcheur céleste, avec tonton et tata, ils ont une ferme de flotte. Oui, ils cultivent, ou récoltent plutôt, de l'eau. Flotte qui est d'ailleurs au cœur d'un incroyable imbroglio dans l'incomprise géniale série The Book of Boba Fett. Où avez-vous trouvé cette eau? On l'a volée. C'est un crime. Et le prix qu'il demande, c'est pas un crime? Dans ce cas, produisez votre eau. Oh là là, tellement de suspense. Donc ouais, les Lars récoltent de l'eau, qui n'est pas totalement débile sur une planète désertique où tous les océans se sont évaporés. Alors, histoire d'être clair dès le départ, je vais parler dans cet épisode de litres, mètres cubes et éventuellement de tonnes. On va oublier les pentes, les poches, les dés à coudre ou nos grandes amies les piscines olympiques. On n'est pas sur 12 parsecs ici, on va essayer d'être un petit peu plus carré. Donc petit rappel, parce que même si on l'a tous vu au collège, on peut facilement se mélanger avec les conversions. 1 litre d'eau, c'est 1 kg. Voilà, un cube de 10 cm de côté. Un mètre cube, c'est 1000 litres, donc 1000 kg d'eau, 1 tonne. Voilà, donc quand vous êtes à la plage, en gros, ça dépend des gens bien entendu, vous avez de l'eau jusqu'aux hanches, et puis ça fait un cube, je sais pas, comme ça, là, ça fait à peu près ça, voilà, à peu près ça jusqu'aux hanches, ça fait donc 1 tonne d'eau. Ah, ça chiffre vite, Bref, pour récupérer de l'eau, il y a plein de moyens. La plus simple, la plus ancienne, tu trouves un ruisseau, tu envoies ta belle-mère aller en boire un godet, et si 3 jours plus tard, elle n'est pas morte dans d'atroces souffrances stomacales, c'est bon, on peut décréter l'eau potable. Ça marche aussi avec un lac, enfin, toute installation naturelle et aérienne de l'eau. Quand il n'y a pas de rivière apparente, on peut puiser également dans des réserves souterraines, comme des puits, ou encore plus profonds et plus cachés. Et on s'en prive pas, un tiers de l'eau consommée dans le monde vient d'eau puisée dans le sous-sol. Et c'est carrément 2 tiers chez nous en France. Parce que quand il pleut, une bonne partie de l'eau part dans les rivières, les lacs, etc. et retourne à la mer. Une partie part en évaporation. 0% de toute cette eau va chez Depardieu ou Houellebecq. Et environ 40% s'infiltre dans les sols à travers différents types de roches jusqu'à rencontrer une couche imperméable où elle va arrêter
arrêter de couler. Donc. Petite parenthèse, ces poches d'eau souterraines sont appelées aquifères. Ça comprend la poche et la nappe retenue par cette poche. Et les fameuses nappes phréatiques, ce sont un type de nappe contenue dans ces aquifères. Et c'est pas parce que c'est sous terre que ce sont forcément des nappes phréatiques. Les nappes phréatiques d'ailleurs ne représentent que 15% de toutes les nappes présentes sous nos pieds. Bref, vous avez tous les liens en description pour en savoir plus. Cette eau disponible représente des volumes énormes, 400 milliards de mètres cubes rien que sous le bassin parisien, et il y en a à peu près partout. Mais ces poches ont besoin d'être rechargées par la pluie. Or, s'il pleut pas et que de notre côté on continue à puiser toujours autant, fatalement au bout d'un moment les réserves s'épuisent. Du coup, va falloir trouver d'autres alternatives pour éviter de boire notre pastis pur. La terre étant recouverte à 70% d'eau, même en cas de sécheresse, ça devrait pas être trop compliqué à retrouver, du coup on n'est pas sur Tatooine, merde, on en a des océans nous encore. Oui, mais cette eau est salée. Et on va y revenir dans une vidéo spéciale, précisément le 2 juillet ou un autre jour, mais cet été sûr. Hein, voilà. Oui, je change les dates de sortie tout le temps, j'intercale, j'intervertis. On ne peut pas boire d'eau salée. Même pour faire cuire les pâtes, l'eau de mer, bof. Pourtant, ça reste de l'eau, c'est inépuisable comme ressource. Et pour le coup, il y en a tout le tour de l'Espagne qui est en sécheresse vénère en ce moment. Il y a juste à enlever le sel, non? Si, tout à fait. Sauf que non, bien entendu, c'est loin d'être aussi simple. Il existe plusieurs techniques pour essayer de dessaler l'eau de mer, vidéo du 2 juillet donc. Comme l'évaporation par exemple, comme dans les marais salants, hein, sauf qu'on récupère l'eau plutôt que le sel, ou les deux, hein, mais bon, c'est pas le sel qui nous intéresse aujourd'hui, soit par l'osmose inverse, un filtre qui va laisser passer les molécules d'eau et pas celles de sel. Mais ça reste compliqué parce que les molécules d'H2O ont tendance à venir faire un câlin sandwich avec celles d'NaCl. Bref, en attendant de revenir en détail sur ça, le 2 juillet donc, abonne-toi. Je vous renvoie vers la vidéo d'Obian qui explique ça très bien. Enfin, qui explique quoi. Oh, sympa, merci. Ça va, n'en fais pas trop quand même, hein, n'hésite pas à rester humble. Et donc en parlant d'humidité, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est donc de récupérer l'humidité de l'air. Oh, ça va. Embré d'humour ne fait jamais de mal. On estime que l'atmosphère terrestre contient plus de 10 000 milliards de mètres cubes de flotte sous forme de vapeur. Allez, 4 milliards de piscines olympiques vraiment si vous insistez. Je vous laisse faire la conversion en dés à coudre par contre. 10 000 milliards, soit 2500 fois la consommation mondiale actuelle de flotte, de quoi assouvir tous les besoins, et surtout ceux de l'agriculture qui pompe actuellement 70% de l'eau consommée chaque année. Donc un vrai intérêt, même si bien entendu cette humidité est très loin d'être uniformément répartie partout sur la planète, hein. Mais ça peut être intéressant quand même. L'air ambiant est constitué à 80% d'azote, d'oxygène, de CO2 et de tout un tas de merde, hein, de l'ozone, de l'oxyde d'azote et autres polluants en ville, des fragrances de lisier dans les bucoliques bourgades rurales comme Vierzon, de molécules odorantes de tartes brûlées et de tabac froid chez Tata Simone, et donc de vapeur d'eau, hein, dont le taux dépend de la température et de la pression atmosphérique. Pour être bien, nous humains, pour vivre confortablement, sans gêne, on estime qu'il faut entre 40 et 60% d'humidité dans l'air. En dessous, l'air est sec, ça sèche les yeux et les muqueuses respiratoires, et au-dessus, l'air devient étouffant. Transpirer ne sert plus à rien. Ben oui, parce que pour rappel, on est constitué de flotte, nous aussi. Hein. Je vous renvoie à ma dernière vidéo sur pourquoi on voit flou dans l'eau. On a un passé aquatique certain qu'il s'agit d'honorer. Et tout dans le monde n'est qu'équilibre. Si tu es sur ta table avec un chiffon sec, la quantité d'eau va chercher à s'équilibrer dans les deux milieux, et donc va être absorbée par la lingette. Il y a un déficit d'eau dans la liquette par rapport à la table. Mais si le chiffon est déjà trempé, il n'y a plus de place pour accueillir de la flotte en plus. Et il n'y a aucune raison que l'eau s'y jette. C'est comme un caillou, hein, il va pas spontanément à se remettre à monter la colline pour le kiff. Quand on transpire ou qu'on respire tout simplement, l'air est plus sec et donc l'eau va s'évaporer pour que les deux milieux, la surface de la peau ou notre bouche, s'équilibrent. Si l'air est trop sec, on va très vite se déshydrater donc, hein, l'air va aspirer notre flotte interne, et s'il est trop humide, l'équilibre est déjà là et la transpiration ne va plus s'évaporer et donc pas nous refroidir. Si l'air est vraiment très sec, il peut même carrément absorber totalement la pluie avant qu'elle touche le sol. Et plus il fait chaud, plus il va pouvoir être humide. Hein, vous savez, l'air chaud se dilate, c'est le principe des montgolfières. Il y a donc plus d'espace entre les molécules et donc plus de place pour l'eau pour s'y infiltrer. L'hiver, l'air est donc globalement plus sec que l'été, de manière absolue. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait un même volume d'eau plus important à récupérer dans l'air chaud l'été que dans l'air froid l'hiver, même si le taux d'humidité est inférieur l'été que l'hiver. Le taux, hein, donc en relatif. Je vous ai perdu. 0% d'humidité, il y a 0 molécule d'eau. Que ce soit chaud ou froid, c'est pareil. C'est l'air martien. Voilà. Et ça te file des rougeurs, l'atmosphère martienne. Mais à 100% d'humidité, à 100% de ce que l'air peut contenir comme vapeur, on n'aura pas la même quantité d'eau au final dans un même volume. C'est comme un compte en banque. Il vaut mieux posséder 10% du compte d'Elon Musk que 100% du mien. La valeur relative est plus élevée, mais la valeur absolue
c'est l'inverse. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs. C'est un jeu de balance permanent entre ce qui va pouvoir être absorbé ou pas. Et donc l'idée, ça va être de créer ce déséquilibre pour récupérer cette vapeur dans l'air. On pourrait utiliser une sorte de filtre qui laisserait passer certaines molécules et pas d'autres, mais les tailles à trier sont telles que ça n'est pas vraiment pertinent. On reste sur des ordres de grandeur relativement similaires, hein. Il y a mieux à faire. Comme on sait maintenant que l'air peut contenir un certain volume en fonction de la température, un truc malin est donc d'amener de l'air chaud, plein de flotte à l'état gazeux, et de refroidir cet air. L'air va donc se condenser, l'espace entre les molécules va diminuer, et la vapeur n'aura plus de place pour se balader tranquille, et va devoir elle aussi condenser, devenir liquide, pendant que l'air, lui, toujours gazeux, va pouvoir continuer à se balader. Et vous connaissez tous ce phénomène, c'est la condensation. La buée, quand on parle l'hiver dans le froid, ou l'eau des pâtes, ou de la douche, qui brouille les vitres et les miroirs. De l'air chaud et humide, rapidement refroidi. Autre solution, prendre de l'eau et récupérer l'évaporation, comme l'eau des pâtes. Ouais, je sais, ça fait 3 fois que j'en parle depuis le début de la vidéo, mais j'ai la dalle. Bref, ces systèmes sont simples sur le papier, on va exploiter les propriétés physiques de l'eau, mais il s'agit maintenant d'optimiser tout ça. Parce que, bon, pomper un gallon de flotte dans une rivière ou la nappe d'à côté, pas compliqué, hein. Tu prends un seau et tu le remplis. Ou une pompe, mais l'eau est déjà là, il y a qu'à se servir. Mais dans l'air, ça se passe comment? On a combien d'eau disponible par mètre cube, par exemple? Par une série de calculs complexes que je vous épargne, mais que je vous mets en description, dans un air à 25 degrés saturé en humidité, à 100% d'hygrométrie, on va pouvoir récupérer 20 grammes par kilo. Et donc 10 grammes dans un air moyen à 50% d'hygrométrie. Ou 12 grammes dans un mètre cube. Parce que oui, un mètre cube d'air, c'est environ seulement 1,2 kg. Donc avec un système parfait, 100% efficace, 100% de rendement, en aspirant 1000 litres d'air à 50%, on va récupérer 12 grammes de flotte. Soit 0,012 litres. Alors c'est pas énorme comme ça, 1000 litres d'air, ça fait juste 1 mètre de côté, à peu près ça, quoi. Mais le rendement est quand même proprement dégueulasse. Si tu veux juste pouvoir te servir un Ricard digne de ce nom, va déjà falloir aspirer au moins 10 mètres cubes d'air. Et là, on arrive au premier problème. Soit on laisse faire la nature, genre il y a un peu de vent et l'air va naturellement venir s'engouffrer dans notre machine pour qu'on puisse lui barber sa flotte comme des crevards, soit va falloir l'aider. Alors, les ventilos, on sait faire, mais ça demande quand même de l'énergie pour les faire tourner. Et c'est encore pire avec l'évaporation. On revient plus en détail sur ce phénomène précis la semaine prochaine, parce que là, si je me lance dans de nouvelles explications, je sens que vous allez faire un AVC. Donc si on veut un rendement efficace, va falloir la faire chauffer, l'eau, parce que juste avec le soleil, on n'est pas prêt d'inviter les potes pour l'apéro. Mais donc, ok, restons sur notre histoire de condensation. L'air va venir frapper une surface plus froide, et on va pouvoir récupérer l'eau condensée. Mais encore une fois, tout n'est qu'équilibre. À force d'être en contact avec plus chaud qu'elle, n'importe quelle surface va finir par se réchauffer aussi. Il va y avoir un rééquilibrage thermique. Il va donc falloir refroidir également notre surface en permanence, envoyer cette chaleur autre part d'une manière ou d'une autre. Et là, pareil. Soit on laisse faire la nature et c'est lent, soit on fait ça de manière industrielle à base d'électricité par exemple pour accélérer le processus. Et le problème, c'est qu'on va multiplier les solutions techniques et industrielles et donc gourmandes pour résoudre un problème causé par des solutions techniques et industrielles. Et donc accélérer le problème de base. Parce que, encore une fois, ok, c'est génial, on récupère de la flotte, de manière naturelle ou artificielle, en essayant d'être les moins cradingues possible, parfait, mais on parle de quel volume? Ouais, j'ai pompé 1000 litres aujourd'hui. Bah cool, bravo, mais ça dit que dalle en vrai quoi. 1000 litres par rapport à quoi? Vous vous rappelez? On n'est pas chez Lise Lucet ici. 1000 litres ou 1 milliard, ça veut absolument rien dire si on les compare à rien d'autre. La société varoise Home Atmospheric Water annonce pouvoir récupérer 5000 litres d'eau par jour par 30 degrés et 80% d'hygrométrie. Donc on peut raisonnablement tabler sur 1500 à 2000 litres, dans des conditions un petit peu moins optimales, sur la conso quotidienne domestique de 10 à 12 Français par conteneur. Ouais, ça fait la taille d'un conteneur leur truc. Du coup en plus c'est cool parce que ça les réutilise au passage. Mais pour remplacer totalement les autres usages, comme l'irrigation pour l'agriculture, il en faudra 1 à 10 par hectare selon les conditions météo et le type d'agriculture. Et pour le coup, je sais pas combien ça consomme leur conteneur pour pomper cette flotte, quelle quantité d'énergie électrique ça bouffe et donc quelle quantité de CO2 ça produit. Je le mets en description si j'arrive à récupérer l'info. Home Atmospheric Water est déjà en usage à Grimaud dans le Var, qui est déjà bien touché par la sécheresse. Et pour le moment, c'est pour un usage municipal. Mais des systèmes dits passifs sont aussi en cours de développement. Une solution actuellement mise au point à l'école polytechnique fédérale de Zurich propose un système passif prometteur qui pourrait permettre à terme de produire 1 litre d'eau par mètre carré de surface.
C'est pas mal, mais du coup, va falloir en déployer du panneau juste pour notre conso domestique, hein, pour pas poquer du derche. Ici, c'est le type de revêtement qui va trouver le moyen de s'auto-refroidir. C'est un vitrage recouvert de couches de polymère et d'argent qui va réfléchir les rayonnements du soleil et refroidir l'installation jusqu'à 15 degrés en dessous de la température ambiante. Mais voilà, reste à savoir combien va coûter cette eau aussi, hein, qui va pouvoir s'offrir ce genre de joujou. Et le prix qu'il demande, c'est pas un crime? Dans ce cas, produisez votre eau. Hein, parce que le polymère à base d'argent, toujours moins simple que d'aller tremper son cul dans la rivière. Mais en tout cas, voilà 2 exemples, et il y en a beaucoup d'autres sur le même principe de technologies qui se développent pour récupérer l'air ambiant, pour pouvoir nous offrir des alternatives aux nappes, notamment phréatiques, qui sont de plus en plus asséchées. La sécheresse va se faire de plus en plus présente, c'est déjà une réalité quotidienne dans pas mal de régions, chez nous et chez les voisins, mais des solutions se profilent, prometteuses, et de toute façon, vu l'urgence, de nouveaux marchés de recherche vont se développer, et on risque fort de voir ce genre de truc fleurir un peu partout. Au final, Luc aurait dû rester fermier, hein, parce que d'ici même pas 10 ans, il se serait fait des nouilles encore, le cochon, à vendre de la flotte atmosphérique en boutanche. Par contre, si on pouvait déjà commencer tout de suite à réfléchir à un moyen plus efficace et moins dégueulasse que des putains de bouteilles en plastique, juste histoire de prendre les devants sur un problème qui va de toute façon finir par se poser, hein, on les a les idées, puisque le génie est partout.